Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, 5 octobre 90, 35 ans après. C'est un devoir de mémoire. Il y a de cela 35 ans. Bon, il y a de cela 35 ans plus quelques jours, hein, pour être plus exact. Certains événements se sont passés à Lomé et qui ont changé d'une certaine manière le cours de l'histoire politique du Togo, avec certains événements qui vont suivre également le 5 octobre que certains partis ont voulu garder comme étape charnière en appelant à un sursaut. Je veux parler par exemple de la CDPA qui était à l'époque l'un des partis en avant-garde de ces manifestations qui ont eu lieu. Pour mémoire, il s'agit d'une histoire de tract diffusé par des étudiants avec des troubles qui ont suivi et qui auraient aussi débouché sur ce qu'on a appelé la conférence nationale avec la qualificative souveraine ou dite souveraine, ça dépendra. Et bon voilà, l'histoire retiendra que cette date a été le déclenchement d'une série d'actions au plan politique au Togo. Que doit-on retenir 35 ans après? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Ces avancées ont-elles été consolidées? Que faut-il faire? Nous en parlons avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, chers invités, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations, ses analyses. Alors, chers invités, elle est à vous. Louis, Germain. Non, mais puisque Germain continue par faire des recherches, je pense que je peux y aller. Mais pour d'abord dire que le 5 octobre 90... Je fais pas la recherche. D'accord. je fais la recherche avant de venir ici, comme toi. Bien évidemment. Donc le 5 octobre, je crois que ce que réclamaient les manifestants, c'était justement la fin du parti unique. Parce qu'à l'époque, le seul parti qui existait sur les tickets politiques togolais, c'est le RPT, Rassemblement du peuple togolais, dont le père fondateur était feu général Gnassingbé Beyadema. Donc ces manifestants-là réclamaient aussi ce qu'on appelait l'instauration du multipartisme. Ils demandaient aussi une nouvelle constitution démocratique et également la liberté d'expression. Le sujet ou bien la question sur des élections libres et transparentes revient toujours. Donc ça faisait également partie des revendications des jeunes à l'époque. Donc c'est pour dire que comparativement à ce qu'on vient de dire sur le sujet Maroc, où ce sont des jeunes qui à un moment donné se sont révoltés, les jeunes togolais l'avaient fait il y a de cela 35 ans. Et donc, dans la foulée, ils ont également... C'était pas sur les réseaux sociaux à l'époque? Non, c'était pas sur les réseaux sociaux, parce que c'était pas l'avènement des TIC. Donc, ce sont le moyen d'expression ou bien l'outil à travers lequel ils se sont fait entendre. À l'époque, ce sont des tracts, vous l'avez dit. Et à l'époque, je pense que le principal acteur de ce mouvement-là, c'est un certain Logo de Souvi, père son âme. Et donc aujourd'hui, c'est un mouvement qui a été spontané, qui malheureusement s'est internalisé et a embrasé tout un pays. Et enfin, on a eu enregistré, comme tu l'as dit, la conférence nationale et tout. Des élections libres et transparentes ont été organisées parce que dans l'histoire, pour la première fois, vous allez constater qu'un parti politique d'opposition a pu gagner les législatives. Je veux parler des législatives de 1994 qui a été remportée par le CAR, Comité d'action pour le renouveau du feu à Boïbor, Yaovi. Donc je crois que c'était un mouvement qui, quelques années plus tard ou bien très tôt, a commencé par porter des fruits, mais qui, chaque jour que Dieu fait, en fait, se vide de sa substance. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez avec tout ce qui se passe, je crois que on peut dire que 35 ans après, rien n'a changé. Rien n'a changé parce que le parti unique dont je parle aujourd'hui, nous tendons justement vers le parti unique. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, qu'on nous parle d'un régime parlementaire qui justement donne le droit aux députés et aux députés justement d'élire le président du conseil qui adosse désormais le statut du président, enfin du chef suprême de la nation. Et donc ça veut dire qu'il y a une suppression des élections, de l'élection présidentielle. Et oui, que mais ça ne supprime pas les autres partis politiques. Bon, j'en viens justement. Okay. Quand je parle d'un parti unique, j'en viens justement. Okay. Et donc quand vous voyez aujourd'hui que le président, en fait le chef suprême, c'est le président du conseil qui est issu du parti qui a la majorité au Parlement.
et que le peuple n'a plus le droit, en fait, de choisir lui-même son premier dirigeant, je ne pense pas que je ne pense pas que c'est ce que exigeaient les jeunes à l'époque. Donc, je dis qu'on tend vers un parti unique parce que quand vous voyez aujourd'hui la composition de l'Assemblée nationale que nous avons 113 députés, 113 sièges à pouvoir et sur les 113, on a 108 députés qui sont de la mouvance présidentielle. Et sur les 5, il y a 2 de l'opposition qui ont boycotté cette Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas un équilibre en termes de débat parlementaire. Et donc, pendant longtemps, on a constaté que le RPT, qui était une fondation du feu général et Adema, est devenu l'Union pour la République depuis 2012, je crois. Qui est il n'y a pas eu de changement de nom, à ce que je sache. Hein. C'est vrai, c'est un débat dans les arènes politiques. Certains parlent de... C'est pour ça que vous attendez, ceux qui sont souvent lucides dans leurs analyses, vous diront le régime RPT uni. Sauf que à un moment donné, on ne va pas faire ces débats. Oui, non, mais soyons juste un peu légalement ou officiellement, ça n'a pas été un changement de nom, à ce qu'on sache. Légalement et officiellement, ça n'a pas été juste un changement de nom. Bon, pour moi, je te le concède, moi, ce que je dis, parce que quand vous voyez aujourd'hui Uni, les cacites de RPT d'hier se retrouvent également dans Uni. Donc, il y a une continuité. Donc, c'est le nom qui a changé à un moment donné, peut-être le président. Le président actuel, je le disais tout à l'heure, c'est M. Gnassingbé Faure, qui est le président du Conseil. Et pendant longtemps, on a constaté que le régime a travaillé justement à cela pour arriver aujourd'hui à ce qu'on peut appeler parti unique, même si officiellement ce n'est pas dit. Parce que on a l'impression que toutes les autres partis politiques de l'opposition n'existent plus. Il n'y a pas un parti politique de l'opposition aujourd'hui qui peut justement se présenter devant la mouvance présidentielle et faire le poids. Et donc, c'est un travail qui a été fait dans ce sens-là. On est allé anéantir totalement des voix discordantes ou bien des voix critiques qui constituent l'opposition. Ça, c'est un. De deux, quand je parle tout à l'heure de la liberté d'expression, notamment, on s'attend à ce que tout le monde arrive justement à se prononcer sur les sujets, à s'indigner quand ça ne va pas de façon légale, que la presse ait justement de la matière, que la presse ne soit pas inquiétée dans l'exercice de sa fonction. Mais aujourd'hui, quand vous scrutez un peu de près, je pense que on peut dire que la liberté d'expression, on l'a, mais peut-être c'est la liberté qu'on a après l'expression qu'on n'a pas. Parce que vous parlez, vous êtes inquiété. On a des prisonniers politiques aujourd'hui. Malheureusement, ces dernières années, ou bien ces derniers jours, le nombre de prisonniers politiques s'accroît. Et donc, ça veut dire que, en termes de bilan, il n'y a pas grand-chose à changer, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on est peut-être allé en décrescendo aujourd'hui. Donc, la lutte, pour moi, elle a refait 35 ans après. Il n'y a rien à mettre sous la dent. L'opposition s'est vue effritée, l'opposition s'est muselée, la liberté d'expression n'a jamais été effective. On en a pour preuve les derniers ou bien les récents rapports de Reporters sans frontières qui dit que le Togo a perdu 6 places. Donc je pense que c'est une lutte qui a commencé depuis 1990, qui aurait normalement pu être finie s'il y avait une volonté politique de la part des acteurs. Parce que le point d'orgue ou bien la finalité de tout ça, c'est qu'il y ait au moins une alternance au sommet de l'État et qu'il n'y a plus une seule famille en fait qui gouverne le Togo. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Germain Pouli, 5 octobre 90, il faut dire 5 octobre 2025, comme on le fait d'habitude. 35 ans après, que retenez-vous de la lutte, de ce qui s'est passé, des acquis? Est-ce qu'on a pu consolider quelque chose? Est-ce qu'il y a d'abord eu quelque chose, etc.? Bon, je crois que déjà l'objectif du 5 octobre, c'était pas l'alternance. C'est la démocratie d'abord. Et le 5 octobre n'a été qu'une étape dans ce qui a été appelé le vent de l'Est à l'époque, et surtout le discours de Bol de François Mitterrand. En fait, c'est François Mitterrand qui a dit aux pays africains qu'il conditionne l'aide
à la démocratisation de ce pays, d'aller faire le multipartisme. Parce que presque tous les pays en Afrique avaient des partis uniques à l'époque. Parce que quand on est sorti des indépendances, on a estimé que le multipartisme avait été mal compris, que les pays africains étaient plus divisés. Et la plupart des militaires ou même des civils qui ont pris le pouvoir ont instauré le parti unique pour réconcilier les populations. On l'appelait ça le Crédit national, regarder dans la même direction. On se disait que ça permettait aux Africains de se développer. Donc le parti unique, au bout de quelques années, on se dit qu'on a fabriqué des dictateurs en Afrique. Les mêmes personnes viennent dire maintenant, vous faites de la démocratie. Donc vous allez voir que 90, c'est dans plus d'une dizaine de pays africains qu'il y a eu des mouvements. Donc c'est parti de François Mitterrand. Donc, après en interne, certains se sont organisés, mais véritablement, c'est le président français qui a dit allez, et puis voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut faire le bilan? Je crois que le premier bilan, c'est la démocratie et ses conséquences, qui sont la liberté d'expression. Mais quand lui parle, si quelqu'un regarde New World, il va croire que c'est une chaîne qui est installée aux États-Unis ou en Europe, parce qu'il disait qu'on n'est pas libre, hein, quand on finit de parler, après on n'est plus libre. Mais New World, c'est au Togo, hein. Et tout ce qu'il a dit, il est libre, il revient ici chaque semaine dire les mêmes choses. Quand il me dit que... Non, lui, sois sérieux. Quand tu dis que tu n'as pas la liberté d'expression, c'est vrai que si cette télévision était ailleurs, je te comprendrais que bon, tu as pu dire tout ça parce que tu n'es pas au Togo. Non, je crois qu'on va arrêter un peu. Et puis quand tu parles du classement RSF, dis-nous le Togo occupe quelle place sur 190 pays? Le Togo a plus de la moitié des pays derrière lui. Mais qui a régressé ces dernières années. Non, laisse ces classements. En fait, moi, je ne me méfie pas trop au classement, mais même si on en prend... Non, même si on veut en prendre... Non, j'arrive. Même si on veut prendre ça comme une boussole, vous verrez que le Togo a presque 100 pays derrière. Depuis longtemps, hein, on a beau dire, on régresse, on monte, on a plus de la moitié des pays derrière nous en termes de livre. Non, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que toi, tu arrives à dire ce que tu as à dire. Chaque semaine, tu viens le dire librement, alors que tu dis quand on le dit. Après, on a des soucis. Non, je crois qu'il faut être un peu sérieux. Maintenant, sur les questions de liberté, il y a la liberté d'expression. Il y a la démocratie, sauf qu'il n'y a pas eu alternance. C'est là où lui confond l'alternance et la démocratie. Parce qu'il en a parlé sur un autre sujet. Et je lui apprends qu'au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe, dont le parti a perdu le pouvoir, ils ont régné sur le Japon pendant 40 ans avant qu'il y ait l'alternance. Mais nous sommes en face d'une opposition au Togo qui s'est elle-même tiré les balles régulièrement dans les pattes, parce que quand il a parlé de 94, il dit il y a un parti qui a battu le pouvoir. Ce parti avait une trentaine de députés en 94. Aux dernières élections législatives de 2010, ce parti n'avait même pas 7 députés. Le même parti dont il parle. Et quand il parlait d'unir, il a oublié d'unir, il dit qu'unir a été créé par des cadres même de ce parti. Aïdam à l'époque, paix à son âme, et le vice-président d'UNIR, il vient du CAR. Donc je crois que ça c'est beaucoup de choses. L'opposition n'a pas su évoluer. Le CAR 94 a fait un bon score parce qu'il n'y avait pas l'UFC. L'UFC n'existait pas. Quand l'UFC est rentré dans la danse, on a vu après, on parlait des jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique. C'est le cas togolais, c'est parce que les partis d'opposition ont tellement déçu leurs militants qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, on a une opposition qui est incapable de faire l'alternance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la démocratie. C'est pour ça que je disais, ici, le plus important, c'est la transparence des élections. Et quand on fait les élections, vous voyez des opposants qui contestent, ils introduisent des recours à la Cour constitutionnelle, mais il n'y a pas de preuves des fautes qu'ils allèguent. Régulièrement, quand vous voyez les recours qu'ils introduisent, mais nous avons une opposition qui s'est affaiblie, qui a commis des erreurs
à partir de la conférence nationale souveraine, parce qu'il faut le dire, il y a une conférence nationale qui devrait s'inspirer du Bénin, qui est allé, le prélat d'alors, paix à son âme, est allé chez Monseigneur de Souza au Bénin pour voir comment il a réussi sa conférence. Au Bénin, le premier ministre issu de la conférence s'appelle Nicéphore Soglo. Et la première élection présidentielle qui arrive, on lui permet d'être candidat. Il est élu président du Bénin. Au Togo, le premier ministre qui sort de la conférence s'appelle Joseph Kofigo. Et les mêmes opposants l'empêchent d'être candidat. On taille une constitution sur mesure pour qu'il n'ait pas l'âge d'être candidat. C'est ça la réalité. La transition au Togo, on l'a vécu, on sait comment. Tout ça, c'est pas... Je crois que le Togo a mal amorcé sa démocratisation. Et ça, c'est compliqué jusqu'en 2007, où finalement on dit c'est la première élection véritable organisée au Togo, ce sont les législatives d'octobre 2007, parce qu'à un moment de 91 jusqu'en 2005, le décès du président Yadema, et 2007, il y a ce qu'on appelait un déficit démocratique. Donc le déficit démocratique a fait qu'il y avait une rupture de la coopération entre l'Union européenne, par exemple, et le Togo. Et après la législature de 2007, on estimait que le Togo a fait des avancées et on a repris la coopération. Et donc, ainsi de suite, le Togo, aujourd'hui, est arrivé à être un pays où on organise les élections, on ne se prend plus la tête comme dans certains pays encore en Afrique avec leur lot de morts et tout ça. Mais la réalité, malheureusement, c'est qu'on a connu une opposition qui s'est affaibli progressivement. Dans la plupart des leaders, certains sont en voie de disparition aujourd'hui, mais les cadres sont restés les mêmes. Cette opposition n'a pas su rajeunir, n'a pas pu faire les mutations qui ont été faites en face. Et vous allez voir que UNIR a débauché plein de cadres dans l'opposition. Il ne le dit pas assez, il dit que le RPT a changé de nom, mais c'est faux. Quand il parlait de UNIR, le vice-président d'UNIR, c'est quelqu'un du CAR, du parti dont vous parlez. Donc, il y a eu ce travail qui a été fait. Pendant ce temps, l'opposition n'a pas évolué. Et donc, l'alternance ne peut pas intervenir dans ce cas. Quand l'opposition n'est pas forte pour être capable de battre le pouvoir, il n'y aura pas alternance. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie. Et moi, j'ai juste pris la question de la liberté d'expression parce que ce que tu disais au Togo, on ne peut pas parler. Mais toi-même, tu es la preuve du contraire de ce que tu es en train de dire. Régulièrement, on se voit ici. Tout ce que tu as à dire, tu le dis sans être inquiété. Dis-moi si une seule fois tu as été inquiété. Mais tu es au Togo, non, sois sérieux. Maintenant, on peut peut-être se dire, du côté de l'opposition, les espoirs ont été déçus. Mais je pense qu'aujourd'hui, la préoccupation des Togolais, c'est beaucoup plus les questions de développement, les questions de sécurité aussi, avec tout ce qui se passe avec le terrorisme. Maintenant, les gens appellent à un renouvellement de la classe de l'opposition, un rajeunissement, à de nouvelles idées, à de nouvelles forces. Et puis, dernièrement, au CPC, je crois que les partis d'opposition ont quand même demandé un financement des partis politiques parce que, véritablement, l'argent aussi est le nerf de la guerre. Quand vous n'avez pas l'argent pour aller sur le terrain, ça va être difficile de pouvoir battre un parti au pouvoir qui a des moyens, qui a des cadres, et qui a des militants. Donc, c'est peut-être le bilan partiel que je pourrais faire 35 ans. Merci. Ce 5 octobre. Merci beaucoup. Germain Pouliou-Louis, quelque chose à ajouter? Non, mais Germain parlait tout à l'heure, il mettait le doigt accusateur vers des opposants qui, à un moment donné, ont été transhumants politiquement. Non, j'accuse personne. C'est pas des transhumants. Mais quand, par exemple, vous citez, paix à son âme, Georges Aïdam, qui était le vice-président du parti uni, qui malheureusement, qui au départ était un cadre du comité d'action pour le renouveau, c'est juste parce que, comme je le disais, le pouvoir a travaillé pour arriver à cela. Même le président du CAR a été Premier ministre. Pardon? Le président du CAR justement, pour à un moment donné, la chance à la réconciliation amorcée. Il a été Premier ministre dans des conditions qu'on connaît. Ce n'était pas de son propre gré, mais quelqu'un qui a justement décidé de mettre de côté l'intérêt personnel pour œuvrer pour l'intérêt général de la nation. Donc c'était pas... Je comprends que tu es un gros admirateur. Pardon? Non, mais je ne suis pas un gros admirateur. Mais tu as vu le résultat après. Le pouvoir, à un moment donné, le pouvoir a travaillé pour arriver à ce genre de résultat. C'est vrai, aujourd'hui, je peux vous concéder
Et je suis d'avis, quand vous dites que l'opposition a échoué, autant l'opposition a échoué, autant le pouvoir a échoué. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de le dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans c'est la un Bible pays, qui le dit, c'est pas toi qui le dis. mais Oui, c'est la Bible qui l'a dit. Justement, pas... donc on va revenir à l'essentiel. Mais ce qu'il faut dire, c'est-à-dire, pour vous dire simplement il est difficile en fait de s'opposer à un régime comme celui du Togo. Quand vous avez plus de presque 50 ans ou 30 ans au pouvoir, je pense que c'est pas difficile parce que on a les moyens pour broyer tout ce qu'on a en face. Aujourd'hui, la division au sein de l'opposition, le pouvoir, honnêtement, la met sur la conscience, va dire qu'il en est pour quelque chose. Et je ne l'accuse pas parce que ils sont au pouvoir et ils doivent travailler. Non, mais ils doivent travailler pour la consolidation du pouvoir. Merci mais beaucoup. Ce que je dis, c'est-à-dire que quand vous êtes là, ce qu'on vous demande, c'est le minimum, c'est d'arriver au moins à satisfaire certaines revendications sociales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous vivons la situation en Russie ou bien la situation en Chine, je ne pense pas qu'il y aurait des mouvements un peu partout. Si, il y a des mouvements partout, même en Chine. Même en Chine, il y a des mouvements. Ces derniers temps. Mais donc, je crois que la longévité, en réalité, n'est pas aussi suicidaire que ça. Mais quand vous êtes là longtemps, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour la population? C'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour vos contributions. Voilà. Malheureusement, le temps imparti pour ce sujet arrive aussi à expiration. Mais bien avant de nous quitter, nous allons faire notre dernier tour d'étape. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Germain Poli. Le sujet de notre choix, c'est vivement que la semaine prochaine, on se retrouve dans un regard croisé en tenue traditionnelle. Parce que nous sommes en plein pied dans le mois du consommé local. À moins que nos costumes soient taillés par des couturiers locaux, là ça passe. Mais je crois que je souhaite bonne fête de la consommation locale, puisque le mois d'octobre est dédié au sein de l'UEMOA dans nos pays, donc à faire la promotion de ce qui est fabriqué chez nous, parce que justement, si on veut tenir demain, il faut qu'on apprenne à consommer ce qu'on fabrique et à fabriquer ce qu'on consomme. Et je crois que les médias ont un rôle important à jouer et espérons que progressivement on puisse jouer notre partition et inviter tous les Togolais à avoir ce réflexe. Vous savez, un pays comme la Chine s'est développé parce que les Chinois ont dit, il y avait un proverbe en Chine qui disait, si vous ne consommez pas les produits chinois, les dieux de la Chine vont vous maudire. Merci beaucoup à vous, Germain Poli. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a une grippe accompagnée d'une fièvre en fait, qui sévit ces derniers temps au Togo et ça attrape rapidement les tout petits, les enfants. Et malheureusement, les personnes, les adultes, les ados aussi ne sont pas épargnés. Pour moi, la santé, après tout, c'est un danger public et donc il revient justement aux dirigeants de se pencher sur la question. Merci. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Nous disons, on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Regard Croisé.